Bonjour. Bonsoir à tous, merci d'être là. Je me présente, je suis Geneviève, je suis présidente de l'association Médiation Plurielle, qui est donc l'association des médiateurs formés au CNAV. Je pense que c'est beaucoup d'entre vous ici sont soit formés au CNAV en médiation, soit en devenir. Mais j'espère aussi peut-être parmi vous, y a-t-il d'autres médiateurs qui sont venus, comme les autres fois, à nos soirées pour parler de leur pratique de la médiation et en débattre, comme c'est l'objet de donc, ces soirées conversations et controverses. Je voudrais en profiter pour rappeler les quelques autres activités de médiation plurielle. Médiation plurielle propose à ses adhérents de s'entraîner à la médiation une fois par mois, quelquefois en présentiel ou en visio. Donc ce sont les ateliers d'entraînement à la médiation qui sont pour les adhérents. Il y a aussi une autre activité qui est très importante, qui est l'analyse de la pratique, animée par Catherine Bourche, qui donc aussi s'adresse à ceux des adhérents qui s'y inscrivent. Il y a aussi les Gabki médiateurs, qui sont des journées que nous consacrons à une activité qui peut faire un petit décalage par rapport à l'activité de médiation, mais qui nous inspire pour, dans notre pratique, par exemple, l'improvisation théâtrale ou l'activité de clown de théâtre ou d'autres choses. Bientôt, un atelier de facilitation graphique va s'être proposé. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des activités. Peut-être qu'il y a la question des gens en ligne. Ah oui, bien sûr. Donc, nous sommes bien nombreux ce soir et c'est vraiment très bien. Il faut savoir qu'en ligne, il y a peut-être autant de personnes qui vont suivre cette soirée à distance. Donc, je les salue et je les invite à préparer leurs questions, enfin, ou en tout cas au long de la soirée, à préparer les questions qu'ils pourront poser en chat, qui seront relayées ici par Marie auprès de nos invités. Voilà, quand il sera le temps de donner la parole à la salle à partir de cette réunion. Voilà. Donc, je passe la parole à Catherine qui va vous annoncer, vous présenter la soirée de ce soir et vous souhaite une bonne fin. Merci. Bienvenue et je suis contente effectivement aussi de vous voir nombreux ce soir. Pour ceux qui sont là, il y aura un petit pot après. Pour ceux qui sont en ligne, ils prendront un petit pot chez eux. Mais en tout cas, ceux qui sont là, ce sera aussi l'occasion de prendre un peu des nouvelles des uns et des autres. Donc, la manière avec laquelle on procède traditionnellement dans ces conversations et controverses, c'est que il y a une thématique que je vais vous rappeler, et puis ensuite les deux intervenants échangent très librement sur cette thématique à partir de leur expérience, de leur pratique de médiation. Vous dire que comment elle est venue cette idée. Donc, la question qui est ce soir posée, c'est vraiment une question de pratique. On n'est pas dans la théorie, on est dans la pratique. Et en fait, elle est venue de ce que, finalement, dans un certain nombre de circonstances, on se rend compte que c'est pas si facile lorsqu'une médiation a été enclenchée, proposée, envisagée, et que les conditions de cette médiation ne sont pas réunies. Soit parce qu'un métier a dit bah non, moi je ne veux pas y aller, je veux pas rentrer en médiation, soit parce que le médiateur considère que finalement c'est pas forcément possible de faire une médiation pour un certain nombre de raisons qu'on aura peut-être l'occasion de voir. Et finalement la formule qui est de revenir à les médias en disant voilà, les conditions de la médiation ne sont pas résolues. Et voilà, on sait qu'il y a pu y avoir une attente, il y a pu y avoir un espoir, une lueur parfois dans le tunnel. Et finalement, c'est pas si simple de revenir pour le médiateur, en tout cas c'est l'expérience que j'en ai. Et ça pose la question, qu'est-ce
savez, on doit réserver on est tenu à la confidentialité, donc on ne peut pas tout dire, et en même temps, est-ce qu'on peut juste partir en disant, ben voilà, il n'y a pas de médiation, c'est fini. Voilà, en pratique, et moi je suis donc médiatrice interne dans une organisation, et quand je reviens, effectivement, quand une personne a eu le courage de solliciter une médiation et de venir me voir, me dit voilà, c'est très difficile, mais je pense qu'une médiation serait bien, etc. Puis je dois revenir vers elle en me disant désolé, il n'y a pas de médiation. Est-ce que déjà je dois dire désolé? Je ne sais pas. ça vous me répondrez. En tout cas, c'est des situations qui se posent, je pense, dans toutes les médiations et qui ne sont pas si simples. Et c'est vrai aussi que, là aussi, dans ma casquette de médiatrice interne, quand je vais parler de médiation dans les réunions de service, etc., les gens me disent mais qu'est-ce qui se passe si moi je propose une médiation, finalement il n'y en a pas. Finalement, ça va se retourner contre moi dans cette histoire. Est-ce que je ne vais pas être pénalisée d'avoir finalement proposé une médiation parce que finalement j'ai fait l'effort et puis finalement on me renvoie dans mes buts. En tout cas, c'est une question qui est présente et qui est vraiment une question pratique. Et donc, il nous a semblé que c'était une question qui relevait bien de ces soirées où on essaie, à travers la pratique, de voir comment construire, en fait, une approche, une manière de voir le sujet, pour se sentir à la fois à l'écoute de ces problèmes qui se posent et en même temps droit dans nos bottes ou en ligne avec notre posture de médiation. Donc voilà, en gros, le sujet qui est proposé à nos deux intervenantes de commenter, sur lesquels ils commencent de réagir. Donc, Isabelle Hues à ma droite, qui est médiatrice, et notamment dans le domaine des successions. Je lui laisserai se présenter de manière un peu plus, que vous ne connaissez sans doute pas tous en tout cas. Et à ma gauche, Laure Verrier, en revanche, je pense que la plupart d'entre vous connaissent, peut-être pas, mais qui est médiatrice et formatrice au CNAM et responsable notamment de la formation en pratique de médiation. Donc je vais commencer par leur poser une question toute bête, c'est que finalement, est-ce que vous vous êtes posé cette question? Et dans quel cadre vous vous êtes finalement posé des questions et finalement pour vous, comment elle se pose cette question? On va commencer par Isabelle. Alors moi je suis médiatrice familiale, puisque la plupart de mes clients sont des familles. Bien devant la bouche. Ça marche? Oui. Oui, on n'entend pas beaucoup. Bon, je vais articuler et voilà, augmenter le volume de ma voix. Alors, pour moi, déjà, la question se pose différemment. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas quand la médiation n'a pas lieu, mais quand la rencontre n'a pas lieu. Parce qu'en fait, je considère qu'à partir du moment où il y a une démarche de quelqu'un qui vient et qui demande une médiation, on est déjà dans un processus. Et donc, ce qui n'a pas lieu, c'est la rencontre. Et ça peut donner lieu effectivement à des déceptions et à des frustrations. Et on va voir, c'est pas seulement les frustrations des personnes, c'est aussi celles du médiateur et aussi celles des personnes qui ont conseillé la médiation à notre client. Enfin, donc ça va être intéressant de se poser la question sous ces trois angles-là. Mais elle se pose tout le temps et pour moi, elle est liée à la question j'y reviendrai, mais à la question de l'analyse de la demande. Voilà. Laure, tu veux dire quelques mots pour poser un peu ton questionnement? Alors, merci Catherine. Déjà, ce que je souhaite dire, c'est que bon, c'est moi qui suis à cette table, mais j'y suis un peu au nom de plusieurs là, qui sont dans la salle, Sylvie Avivès, Dominique Simon, Catherine Bourges, Philippe Barret, etc., et d'autres certainement, parce que je pense que la réflexion que je vais partager, qu'on va ouvrir, elle est issue de nombreuses années quand même de réflexion, d'expérience. Et moi, je parlerai surtout des médiations collectives.
Voilà, c'est-à-dire au travail. Donc c'est plutôt, ce sera plutôt ce terrain-là. Donc des situations, je dirais, par définition un peu complexes, c'est-à-dire où on a une escalade conflictuelle qui a largement dépassé le périmètre de 2 acteurs, mais où on est dans des propositions de médiation collective et dans des organisations. Voilà. Donc on est directement, je dirais, interpellé par on va dire un commanditaire qu'on appelle un mandant. Donc cette question va se poser vis-à-vis de celui qui nous a sollicité et qui a prescrit, proposé la médiation. Elle va se poser bien sûr pour les acteurs auxquels la démarche est proposée, pour certains demandeurs, d'autres moins, d'autres pas du tout. Et puis bien sûr, elle va nous poser des questions à nous en tant que médiateurs, qu'intervenants. Voilà. Donc je vous rejoins complètement sur le fait que ça va nous amener à parler de l'analyse de la demande. Et puis comme ça, pour démarrer, j'avais 2 choses. Quand tu dis, Catherine, on n'est pas tenu de quoi que ce soit, mais on est là. Donc ça, c'est la première chose que j'ai envie de dire. On est là. Et on est là dans une situation qui est fortement déstabilisante pour le système, pour les acteurs. Et puis l'autre chose que j'avais envie de dire, c'est que en réfléchissant à la question qui nous anime ce soir, je me suis dit, c'est quand même incroyable, parce que dans la manière dont le formule la plupart du temps, c'est est-ce que les conditions d'une médiation sont réunies. Et donc finalement, c'est une question fermée. Donc ça peut nous conduire à oui ou non. Et en réfléchissant à cette soirée, je me dis, mais c'est dingue que des médiateurs posent une question fermée pour démarrer une intervention. Et je me suis dit, c'est intéressant ça, de partir de ça. Finalement, est-ce que c'est la bonne question? Est-ce que les conditions d'une médiation sont réunies? Et je pense que non, en fait. Je pense que ce n'est pas la bonne question, disons dans sa formulation, parce que sinon, elle nous emmène, en effet, à dire oui ou non, ou à être coincé. Voilà. Donc peut-être qu'on pourrait être amené à poser la question autrement. Je crois qu'on fait la distinction, et cette question va nous amener à faire la distinction entre une médiation, au sens d'un dispositif marqué par une rencontre, en effet, et faire médiation. Voilà, je crois que ça pose cette question-là. Ou alors, 3e scénario, passer le relais. Voilà. Si je commence par la frustration des personnes, en fait, ce qui me semble important, c'est non pas de réfléchir à cette frustration au moment où il va falloir leur dire voilà, la rencontre ne se fera pas, ça s'arrête là. Mais plutôt d'y avoir réfléchi en prévention, c'est-à-dire que le travail, à mon avis, qu'on a à faire, c'est de prévenir cette frustration de manière à ce que, si elle arrive, si cette occurrence arrive, que la rencontre ne se fasse pas, les personnes y soient préparées. Et ça, c'est quelque chose qu'on a à faire dans l'entretien préliminaire qu'on fait avec eux, soit que ce soit un entretien, un contact par téléphone, puisque moi je ne reçois pas toujours les gens en entretien individuel, mais je les ai en premier contact au téléphone, et c'est toujours important de les préparer à cette alternative. Et si la rencontre ne se fait pas, qu'est-ce qui va se passer pour vous? C'est-à-dire permettre aux gens de parler non seulement de leurs attentes et de ce qu'ils attendent de la médiation, mais de ce qu'ils vont faire si ça ne se passe pas. Ou de ce qu'ils vont faire si, même si la médiation se fait, elle n'aboutit pas à quelque chose de satisfaisant pour eux. Et ça me paraît primordial de les préparer à cette occurrence, parce que ça leur permet aussi de comprendre que c'est pas miraculeux la médiation, que c'est pas quelque chose de magique, qu'ils vont pas, que leur vie ne dépend pas de la médiation, et qu'il n'y a pas forcément de résultat satisfaisant dans une médiation. Elle voulait qu'il y ait une médiation avec ses 2 sœurs parce qu'elle ne s'en sort pas elle s'occupe de sa maman âgée et elle trouve que ses sœurs ne s'impliquent pas comme elles devraient s'impliquer.
Donc elle vient et elle commence par beaucoup parler de tout ce qu'elle attend, de ce que la médiation, ça va être super, etc. Et elle a été très surprise que je lui demande de réfléchir à oui, mais peut-être que vos sœurs ne voudront pas, et d'ailleurs on peut réfléchir aux raisons qui empêcheraient vos sœurs de venir. Mais en tout cas, vous, après tout le travail qu'on vient de faire, tous les échanges qu'on vient de faire, qu'est-ce que vous envisagez de faire si la médiation ne se passe pas, si vous ne rencontrez pas vos sœurs? Et elle a fini par dire, en fait, je comprends que j'ai besoin de soutien. Donc, je vais aller chercher du soutien. Et puis, je vais quand même tenter, je vais leur dire différemment, je vais juste leur dire au secours. Et puis on va voir ce qui se passe. Voilà. Est-ce que par rapport au médier, tu veux dire quelque chose ou j'ai l'impression que ton propos il est un peu différent. Peut-être que je vous laisse. Alors je vais finir sur les médias, puis sur les mandataires et le médiateur, peut-être on pourra revenir après. D'accord. Sur les médias, il y a une autre chose qui me semble intéressante, c'est toujours dans cet esprit de prévention, c'est de proposer un entretien individuel, mais d'un type particulier. Alors au début de ma pratique, je l'appelais l'entretien « Comment faire venir l'autre ». Et maintenant ça a changé, je ne l'appelle plus comme ça, parce que là on voit bien que c'est comment faire venir l'autre, il y a, allez, faut y aller quoi. Et que le médiateur il n'est pas forcément très neutre dans cette histoire. Et maintenant c'est un entretien individuel que j'appelle un entretien de discernement qui est centré sur l'intérêt ou pas de venir en médiation. Qu'il y ait une rencontre de médiation. Et donc on va travailler avec la personne qui est avec nous, on va travailler sur, bien sûr, quels sont les avantages pour elle de la médiation, mais on va lui demander de s'interroger sur, ça serait quoi l'intérêt de la médiation, si je reprends cette jeune femme, pour votre sœur et pour votre autre sœur, et à votre avis, quels sont les freins qui les empêchent de venir en médiation? De quoi elles auraient peur? Est-ce qu'il y a des contraintes, etc. Et pour vous, est-ce qu'il y a aussi des contraintes? En général, au début, les gens disent « Non, moi non ». Puis finalement, ils en trouvent. C'est un peu loin, j'ai peur d'être jugée, enfin, des tas de choses comme ça. Et ce travail-là, c'est un travail qui permet justement aux personnes d'être centrées sur elles et en même temps de commencer à percevoir ce que c'est que le travail de médiation, c'est-à-dire que c'est aussi un travail de compréhension de l'autre, donc c'est un travail d'interaction, et ça va leur permettre de réfléchir à une autre manière de parler de cette idée de médiation aux personnes qu'elles ont envie de voir. Ou bien ça va leur permettre de se dire, nous finalement la médiation, je me rends compte, je suis venue, mais en fait non, j'ai trop peur. Et ça va, j'ai un autre exemple en tête d'un couple qui est venu, c'était il y a un mois, et leur fille de 20 ans était partie en claquant la porte parce que le père lui avait donné une gifle. Voilà. Et donc, ils n'avaient pas trop de nouvelles, un petit peu, et ils venaient et ils disaient faut que vous invitiez notre fille en médiation, là, il faut qu'on se retrouve, il faut qu'on s'explique. On a fait ce travail-là avec eux, et notamment, pourquoi est-ce que votre fille viendrait, et de quoi elle aurait peur? Effectivement, elle a peur, elle a besoin de se sentir en sécurité, elle aurait besoin de se sentir libre aussi, de dire oui, de dire non, etc. Et donc ils sont partis à la fin, non plus avec l'idée que le médiateur allait convoquer leur fille, mais que ça serait la mère qui allait passer un message à sa fille en lui disant nous on a trouvé ça, nous ce qu'on veut c'est assurer ta sécurité matérielle et psychique, mais tu peux téléphoner, tu fais ce que tu veux, tu es libre, tu dis oui, tu dis non, et puis même si tu y vas à un premier entretien,
tu ne seras pas obligé de dire oui, voilà, mais on a trouvé que c'était intéressant. Et donc, ce travail-là a permis à ces gens-là de changer un petit peu de posture, et du coup, ça a permis à ce que la fille vienne en entretien individuel et qu'elle accepte l'idée d'une rencontre, mais pas une rencontre avec les deux, une rencontre avec sa mère pour commencer. Voilà, je m'arrête là pour... J'avais juste quand même une petite question. Même si vous préparez, enfin, je pense que c'était intéressant de voir comment vous êtes préparé déjà à l'esprit à ça. Oui. Mais en pratique, par exemple, l'exemple que vous donniez sur une personne et ses sœurs, si l'une des sœurs donc, vous dit qu'elle ne veut pas aller en médiation, comment vous avez, quelle pratique vous avez développée pour revenir vers la première? Et qu'est-ce que vous lui dites en fait? Après l'avoir préparée, même dans ce cas-là. En fait, après l'avoir préparée, c'est-à-dire que en général, je dis, je vous tiens au courant, ou même on se tient au courant, c'est-à-dire dans 15 jours, on se tient au courant pour savoir où ça en est. Et donc en général, si j'ai pas de réponse, la personne me dit, ben voilà, j'ai envoyé mon message, j'ai pas de réponse. Et en fait, ça va pas plus loin. Ou de même, si c'est moi qui ai reçu la personne, bien je dis à l'autre, soit par mail, soit par téléphone, ça dépend des relations qu'on a pu mettre en place ensemble, que la rencontre ne peut pas avoir lieu. Et c'est tout. Sauf si, en particulier, celle qui ne veut pas a été d'accord pour que j'en dise un peu plus. Voilà. Mais en général, c'est tout. Non ? Alors, comment prendre la chose? Et c'est tout. Alors moi j'étais plutôt comme ça avant. Et donc c'est vrai que, et en revoyant le titre là dans la salle, je me dis c'est vrai que c'est pas mal quand même de rester là. C'est-à-dire de dire ben voilà, on est médiateur et on vient voir si les conditions de médiation sont réunies. Si elles ne le sont pas, elles ne le sont pas et c'est tout. Bon, peut-être qu'à l'issue, à la fin de la soirée, je reviendrai sur ce point de vue, mais je vous propose d'explorer peut-être quelque chose qui chemine dans l'expérience, voilà. Mais on avance, me semble-t-il, sur des chemins un peu risqués, voilà. Alors, peut-être avant d'explorer les chemins un peu risqués, ce que j'ai envie comme ça peut-être de rappeler ou de partager, c'est, je crois, ce qui fait appui, me semble-t-il, pour moi, pour nous, c'est que c'est pas parce qu'on nous demande. Alors, je reviens à l'analyse de la demande. C'est pas parce qu'on nous demande une médiation qu'il y aura médiation. Donc ça, déjà, je pense que ça fait, en tout cas pour moi, ça fait point de repère. Et l'autre point de repère au tout début, c'est de se dire que quand on analyse la demande, on ne sait pas vraiment ce qui est demandé. Voilà. Moi, ça me soutient dans la manière dont j'entends la demande. Alors là, en disant ça, je pense surtout au mandant. Commanditaire. Voilà. Alors une fois qu'on a dit ça, c'est vrai que la question, je vous rejoins complètement sur le fait que ça n'est pas à l'issue des entretiens que l'on va se poser la question de la préparation à cette éventualité qu'une médiation ne serait pas possible. Donc ça veut dire qu'on le pose, qu'on l'envisage en amont, dès l'analyse de la demande. Et jusqu'à présent, je le travaillais comme une alternative. Et c'est ça que je questionne un peu ce soir. C'est-à-dire, est-ce que finalement la bonne question c'est, est-ce que les conditions d'une médiation sont réunies? Et si elles ne le sont pas, quelle est l'alternative? Il me semble que si on le pose comme ça, on se met un peu dans des coins, c'est-à-dire qu'on se bloque un peu. Voilà. Et on risque de bloquer les personnes, même si, j'insiste toujours, on y reviendra peut-être, sur le fait qu'il n'y ait pas de rencontre de médiation n'est pas forcément un échec. Voilà. Le fait qu'il n'y ait pas de médiation, ça peut faire bouger des lignes. Voilà, mais une fois qu'on a dit ça,
il y a quand même très souvent une forte interrogation, déception, frustration de voir repartir ce tiers dont on attendait quand même quelque chose. Voilà. Donc, ce point pour dire, peut-être, ne nous coinçons pas trop vite dans une rencontre de médiation. C'est ce que j'avais envie de partager. Alors, je voulais dire ça, je voulais aussi évoquer la chose suivante. Si je vais le maintenir comme ça, si on ne se coince pas trop vite, pour autant, on reste tiers dans les points de repère. C'est-à-dire qu'il me semble que on est un tiers. Alors, je me demandais, est-ce qu'on est le médiateur ou est-ce qu'on opère un tout petit pas de côté en disant qu'on est un tiers, qu'on restera tiers de bout en bout, mais qu'on est un tiers. Alors je m'aventure, ça va être l'objet du débat. Je sais que je vais sur des terrains glissants, mais tant pis, on est là pour ça. J'espère que ce n'est pas diffusé sur tout Facebook ou je ne sais quoi. On peut maîtriser la diffusion. Mais en tout cas, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on n'est pas aussi, ou est-ce qu'on n'est pas, entre autres, un tiers? Reste là-dessus, on va peut-être définir justement ce qu'est ce tiers-là, mais un tiers qui a je vais oser le mot expertise, en matière de conflictualité. Voilà. Donc, poser les choses comme ça, il me semble que ça peut venir, peut-être ouvrir, alors complexifier, mais ouvrir la manière dont on entre dans l'intervention. Alors, si on reste tiers, puisque ça, je propose que ce soit quand même notre fil, notre ligne conductrice, si je puis dire, ça nous permet, me semble-t-il, de se dire, alors finalement, c'est quoi ce tiers, Qu'est-ce qui fait qu'on est tiers et qu'on reste tiers de bout en bout? Et comment on peut se saisir de ça dans la suite de l'intervention si les conditions ne sont pas réunies, si les conditions d'une rencontre ne sont pas réunies? Alors, il me semble que ce sur quoi on s'appuie, c'est que lorsque les personnes, que ce soit le mandant ou les acteurs directement concernés, lorsque ces personnes-là parlent, en tant que tiers, médiateur, tiers, formé à la médiation, on ne sait pas ce qui est dit, on ne sait pas ce qui est demandé. Donc ça, je pense que c'est un point important, c'est-à-dire qu'on a affaire avec le malentendu. On a affaire avec le malentendu et on a affaire, dans les situations de conflit, avec la question de la séparation. Toujours, me semble-t-il. On a toujours affaire avec ça. Tu peux préciser? Oui. On a affaire, dans ce contexte, à la question de la séparation? Alors, quand je dis séparation, c'est séparation à la fois, bien sûr, du côté de l'imaginaire, mais aussi séparation du côté des solutions envisagées, très souvent. C'est-à-dire que, puisque mon problème, c'est l'autre, 9 fois sur 10, alors, au travail en tout cas, puisque c'est tel ou tel le problème, alors il faut s'en séparer, il faut qu'il parte, etc. Voilà, donc séparation, si on ouvrait ce mot-là, évidemment, ça nous amènerait loin, mais en tout cas, je pense qu'on a affaire avec ça. Et on a affaire avec, on rend possible en tout cas, une certaine suspension des réponses, des solutions, des réactions. Voilà. Donc ça, il me semble que ça fait, c'est je dirais, un premier niveau comme ça de ce qui caractérise notre intervention de tiers. Deuxième niveau, c'est la confiance qu'on fait aux acteurs. Alors, de quoi? La confiance qu'on leur fait dans leur capacité à prendre le risque d'une certaine parole. Donc, voilà, une confiance dans leur capacité à prendre un certain risque, à faire savoir. Confiance peut-être dans leur capacité à dépasser la situation de conflit, voire à un certain niveau, la confiance dans leur capacité à traiter le conflit. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'il me semble que si on s'intéresse à une rencontre de médiation, on va se focaliser plutôt sur le désir de dire et entendre, de faire savoir un certain nombre de choses. Si on ouvre un peu, on va aussi, je dirais, faire confiance aux acteurs dans leur capacité à dépasser la situation, leur capacité à traiter la situation.
Donc, ça, il me semble que c'est quelque chose qui peut rester pour nous central, c'est-à-dire ne pas se transformer en porte-parole, quel que soit le dispositif qu'on va proposer ou mettre en place, mais travailler la question de l'adresse. Voilà. Même s'il n'y a pas une rencontre de médiation. Voilà. Voilà, donc voilà. Autre point qui me semble central dans notre posture de tiers, c'est qu'on ne prend pas la place des acteurs en responsabilité, notamment, ou des instances. Alors ça, je dirais que c'est particulièrement important lorsqu'on dit que les conditions de médiation ne sont pas réunies. Donc on reste à notre place de tiers, interne ou externe. Et puis j'avais noté un autre point qui me paraissait essentiel, c'est quand même la question, enfin deux autres points, la question de la confidentialité, c'est-à-dire que ce qui est dit dans les espaces dans lesquels nous sommes, dans lesquels nous intervenons, doit pouvoir y rester. Voilà. Et sinon, c'est travailler avec les acteurs. Ça rejoint un peu la question de l'adresse. Et puis, dernier point, celui de la sécurité. Sécurité, protection, au sens tiers contenant. Voilà. Donc, ces points-là, il me semble que on doit pouvoir en tenir compte si les conditions de médiation sont pas réunies. Et j'avais envie de revenir un tout petit peu sur les raisons. Quelle est ton intention ou pourquoi tu as envie de t'aventurer sur ces chemins glissants en fait? Alors, très basiquement, parce que on est de plus en plus confronté à des situations où les conditions ne sont pas réunies, les conditions d'une rencontre ne sont pas réunies dans les conflits collectifs au travail. C'est-à-dire qu'on arrive trop tard, c'est-à-dire que le conflit est trop cristallisé. Alors peut-être que je pourrais revenir sur les raisons qui nous font dire ça, mais en tout cas le constat, c'est que souvent, eh bien, on est amené à dire, je suis amené à dire, les conditions d'une médiation ne sont pas réunies. Voilà. Donc soit on se dit, ben, c'est comme ça et c'est pas très grave, et on peut peut-être finir la soirée là-dessus, soit on peut se dire, bon, est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses à explorer, d'autres manières d'y faire? Voilà. C'est ça que je propose d'explorer un peu ce soir, quoi. Oui, ce qui est intéressant, c'est que je me rends compte que jamais je ne dis les conditions d'une médiation ne sont pas réunies. Et que même, je me rends compte que dans ma pratique, c'est très exceptionnel que je considère moi que les conditions ne sont pas réunies. Alors ça arrive, mais j'ai dans l'idée que, en fait, on peut toujours essayer la rencontre. Un peu dans cette idée de faire confiance aux personnes. Il y a deux personnes volontaires qui je suis moi pour leur dire ben non, vous n'avez pas le droit de vous rencontrer parce que je considère que vous n'êtes pas capable. Et donc, je caricature, mais c'est un peu ça qui m'anime. Et je me rends compte vraiment que ça arrive très très rarement. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire. C'est vrai que parfois, suite à certaines médiations, moi, ça m'est arrivé de penser qu'il avait fait la de pas. Enfin, de vraiment pas. Ma voix n'est pas compatible avec le micro. Ça tombe pas bien pour une fois qu'on va allumer le débat. Voilà, en tout cas, ça m'est arrivé, heureusement pas souvent, mais de me dire, finalement, ce n'était pas une bonne idée de faire une médiation. Et donc ça repose la question du curseur et à quel moment quelle liberté on se donne par rapport à ça. Toi, Laure, tu veux réagir un peu sur ça? Alors moi là-dessus j'ai un avis plutôt, peut-être, je ne sais pas s'il est différent du tien, mais il est assez clair sur le fait que c'est le médiateur qui clairement prend la décision. Bien évidemment, à partir de ce qui nous a été dit, hein, c'est-à-dire qu'on va voir ensemble quoi, si les conditions d'une médiation sont réunies ou pas, mais je trouve que c'est important, enfin moi en tout cas je le dis clairement, que je l'annonce quoi, voilà,
vous vous rappelez, on se rencontrait et puis je vous avais dit que je venais à votre rencontre justement pour voir, alors c'est comme ça que je formulais, hein, donc je reste sur cette formulation, pour voir si les conditions d'une médiation étaient réunies ou pas. Et je retourne vous voir pour vous dire qu'elles ne le sont pas. Voilà. Donc alors pourquoi je dis ça avec une certaine tranquillité? Parce que je trouve que ça soulage en fait, que ce soit le médiateur qui dise ça. Je ne sais pas hein, si j'ai raison ou pas, mais c'est-à-dire que voilà, il y a quelque chose qu'on supporte en disant ça. Voilà. Je prends la décision et ça va dans le sens de voilà, il y avait des possibles. C'était une des possibilités pour sortir de pour traverser, sortir, avancer dans cette situation. Et il se trouve qu'une rencontre de médiation, ça va pas être le bon dispositif, quoi. C'est pas le moment, voilà. Et ce que je dis toujours, c'est que c'est pas le moment. Pour l'instant, voilà, il y a une ouverture en fait. Dans ce non, les conditions d'une médiation ne sont pas réunies. J'insiste vraiment, je pense, et dans la manière de le dire aussi, sur le fait que c'est pas un échec. Voilà. Mais c'est clairement le médiateur qui prend la décision, sans doute. Oui. Alors, c'est pas très différent. Peut-être que je ne dis pas clairement comme ça, parce que je préfère que ce soit les personnes qui prennent la décision. En tout cas, je pense que c'est important que ce soit elles qui prennent la décision. Mais ça veut dire qu'on va travailler avec elles, et ça renvoie à la question de l'analyse de la demande. Vraiment, est-ce que cette médiation est indiquée? Et là, moi, je vois qu'il y a des contraintes. Là, je vois que c'est compliqué pour vous, madame, d'être en présence de monsieur. Je vois que vous dites que vous en avez envie, mais en même temps, vous avez peur d'autre chose. Et qu'est-ce qui fait que vous viendriez quand même? Donc c'est toutes ces questions-là qu'on va travailler ensemble pour qu'éventuellement la personne dise non, ou bien si, je sais qu'elle est alcoolique et que ça va être compliqué, mais si on met la médiation le matin, peut-être qu'on pourra faire quelque chose, une rencontre. Voilà. Et pour rejoindre ce que vous disiez tout à l'heure, et là ça me renvoie à la frustration du mandataire, je pense à une situation où donc c'est un avocat qui me téléphone et qui me dit vous êtes ma dernière chance, je viens de convaincre mon client de venir en médiation. Et donc évidemment vous êtes ma dernière chance. Bon, d'accord. Tout de suite, je suis là en train de me dire il faut que je prouve que je suis utile, que la médiation c'est bien, voilà. Donc déjà là, ça me renvoie à ma neutralité à moi. Mais j'ai en tête cet exemple-là parce que j'ai donc reçu ce monsieur et j'ai tout de suite vu que ça n'allait pas le faire, comme on dit. C'est-à-dire que ce monsieur me dit lui-même qu'il souffre d'une maladie maniaco-dépressive et il envahit tout l'espace. À un point, l'entretien devait durer 1 heure et 2 heures et quart. J'arrive pas à en placer une. Enfin, je me dis, ça va être horrible. Mais je n'arrive pas à me dire non, on va pas faire de rencontre. On fait la rencontre parce que la dame, elle est d'accord pour la médiation. Et évidemment, ça se passe mal, et donc j'aurais mieux fait, là, de ne pas la faire. Vraiment. Et peut-être de dire, moi, de travailler plus avec la dame en lui demandant, mais une rencontre, vous n'allez pas en placer une et vous allez en prendre plein la figure, ça a quel sens? Voilà, alors, Isabelle, vous parliez de la frustration des personnes, du mandataire, du médiateur. Oui. Comment vous réagissez au propos de l'ordre qui finalement a envie un peu de sortir de ce rôle en reste entière? Comment vous réagissez à ça? Je ne comprends pas bien la question. Comment vous réagissez à l'idée de l'ordre? Oui. Je suis ton porte-parole, là, si tu veux dire. Qui est de dire, finalement, au lieu de s'arrêter là, il y a peut-être des choses que si j'ai bien compris, que je peux faire en tant que tiers expert de la conflictualité,
même si à cette position de tiers, je ne suis plus médiateur, mais je reste tiers et je peux peut-être faire des choses. Comment vous réagissez par rapport à ça? On va voir après ce qu'elle propose concrètement de faire, mais par rapport au principe en fait. En fait, pour moi, moi je tiens à rester médiateur. Je n'ai pas envie d'être un autre tiers qu'un médiateur. Et donc neutre et enfin tendant le plus possible à la neutralité et impartial. Si je reprends les exemples de tout à l'heure, par exemple pour prévenir une fratrie que la rencontre n'aura pas lieu, pour moi, je préviens tout le monde, j'envoie un mail collectif à tout le monde, c'est-à-dire que je fais attention à ce que tout le monde soit dans la boucle, mais je ne réponds pas aux sollicitations qu'il peut y avoir ensuite disant « mais pourquoi ?» Parce que là, je vais entrer dans une autre sorte de tiers que je ne suis pas et qui risque de m'entraîner plus loin que je ne pourrais. Alors, oui, je reviendrai volontiers sur finalement ce qui fait dire aux personnes et ce qui nous fait dire que les conditions ne sont pas réunies. Oui. Hein, parce que peut-être c'est pas si évident finalement. Alors, il me semble qu'on a à peu près une typologie, je dirais, de quatre grandes raisons qui parfois se conjuguent, quoi. Voilà, assez souvent même d'ailleurs. Alors, il me semble qu'il y a ce qu'on appelle d'ailleurs parfois des résistances. Alors, il me semble que ça concerne donc la situation en tant que telle, c'est-à-dire le conflit, la situation de conflit. On va entendre des choses du côté de c'est trop tard. Plus rarement, c'est pas le moment, c'est trop tôt, mais je pense que ça peut arriver aussi. Enfin, en tout cas, du côté de la situation, de la cristallisation du niveau de tension dans le conflit, donc ça c'est un premier niveau. Un deuxième aspect qui est plutôt relatif aux personnes elles-mêmes, qui sont directement concernées, c'est-à-dire j'ai trop souffert, c'est trop dur, je suis sous antidépresseur, il n'est pas question que j'aille revivre des choses, etc. Des éléments qui vont concerner la démarche en tant que telle, donc en l'occurrence là une médiation, ça servira à rien, c'est inutile, et en lien peut-être avec ça le type de tiers médiateur, c'est-à-dire moi je m'attendais à ce que vous fassiez un rapport, donc je dirais un écart sur ce qui peut être proposé et sur les attentes. Et enfin, dernier point, je dirais des résistances sur l'autre ou les autres, c'est-à-dire la confiance est rompue, il ne changera pas, il ne comprendra pas, il n'entendra pas, etc. Voilà, donc, et puis peut-être, j'en ajouterai un dernier qui est quand même, me semble-t-il, assez fréquent, pour ne pas dire peut-être le plus fréquent, c'est l'ambivalence. L'ambivalence, c'est-à-dire y aller, pas y aller, quoi. Dire, pas dire, rester dans le cocon, même s'il est très inconfortable, le cocon du conflit, c'est-à-dire avec des bénéfices, avec une situation connue, avec des jeux de pouvoir, des jeux d'acteurs, avec quelque chose de connu qui fait souffrir, mais on sait où on met les pieds, quoi. Donc, voilà, donc il me semble que ça, ce sont les éléments qu'on travaille dans les entretiens. On va essayer d'entendre ce qui, finalement, dans ce non à la médiation, parce que c'est trop tard, parce que je souffre trop, parce que c'est inutile, parce que ça ne changera rien, parce que je ne sais pas trop, finalement, dans ce non à la médiation, les acteurs, les personnes disent oui à quoi? Et c'est là où peut-être, dans le cheminement possible, jusqu'à présent, moi, je n'entendais pas grand-chose de ce oui à quoi. Je le faisais nommer, mais je n'entendais pas tellement, parce que j'étais très centrée sur les conditions sont-elles réunies. Vous voyez, j'étais très centrée sur la médiation.
Et là, je me dis, voyons, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à entendre, peut-être? Alors, ça va un peu à l'encontre, donc là, je prends encore des risques, hein. Un peu plus sur le fond, sur les enjeux, en fait, de la situation. Et pas exclusivement, genre, je mets un mot exclusivement qui est peut-être un peu fort, mais sur la démarche, le dispositif. Vous voyez? Alors là, c'est là où on est sur un fil de nouveau, une frontière, reste entière. On ne doit pas se transformer en consultant, intervenant, etc. Mais si on entend quelque chose un peu du oui, je dis non à la médiation, mais je dis oui à quoi, j'essaie de le repérer, quoi. Qu'est-ce qu'ils nous disent quand ils disent non à la médiation? Ils disent quand même, on veut trouver une issue, alors collective, sur les conflits collectifs, mais on veut trouver une issue à cette situation. En général, il y a quand même une envie de ça, il y a un désir de ça. On veut aller mieux. On n'est pas de personnes qui disent on veut continuer à souffrir, quoi. Enfin, on veut que ça soit utile, on veut s'en sortir. Hein, on veut que ça s'arrête, donc on veut s'en sortir. Et puis on a des enjeux, quoi. Enfin, ça va en lien, c'est en lien avec la question de l'utilité. Il y a des enjeux, il y a suffisamment d'enjeux et de préoccupations pour qu'on avance, quoi. Voilà. Donc je me dis, si les conditions d'une rencontre, ou quand on dit une, je crois que c'est une ou plusieurs, d'un dialogue en présence, voilà, avec des acteurs avec lesquels on est en désaccord ou en conflit, si ces conditions-là ne sont pas réunies, qu'est-ce qu'on fait de ces enjeux, je dirais communs, ou en tout cas suffisamment forts dans la situation dans laquelle nous intervenons? Voilà, c'est un peu la question que j'avais posée. Donc, est-ce que ça voudrait dire que le rôle de tiers, qui serait à ce moment-là celui du médiateur, serait de dire qu'est-ce qu'il y a derrière le oui à quoi, et d'aider les personnes à aller vers ce qui répondrait à ce besoin-là? C'est ça? Répondre d'abord à la question. Alors justement, qu'est-ce qu'on fait de ça? Donc, je trouve intéressant de se dire, est-ce qu'on peut travailler ça avec les acteurs? C'est-à-dire ce qu'on entend là, en creux du non, ce oui-là, ou ces oui-là, de quelle manière, dans quels espaces, comment ça pourrait s'adresser et à qui? Vous voyez, c'est-à-dire qu'on ne serait plus exclusivement sur une médiation ou pas une médiation, mais sur ces enjeux-là. Comment peuvent-ils être nommés, avec qui, de quelle manière, travailler ça. Voilà. Donc c'est ça où il y a peut-être un pas de côté, quoi, hein, entre... Pas s'arrêter. Voilà, il n'y a peut-être pas un coup d'arrêt du côté du dispositif, mais il y a peut-être quelque chose qui peut se travailler. Voilà. Et donc là, il y a plusieurs formes, et je pense qu'il y a des choses à inventer, qui s'inventent d'ailleurs, hein, très certainement aujourd'hui. Hein. Et peut-être que moi, je peux comme ça illustrer ces inventions, enfin ces tentatives en tout cas, de manière concrète. Mais en tout cas, voilà, c'est ça que j'avais envie de poser, quoi. Voilà. Oui, ça m'intéresse bien ce que tu... Oui. Parce que je suis en train de réfléchir à ce qui se passe dans les médiations patrimoniales de succession, où on reçoit là systématiquement les personnes en entretien individuel et on va travailler en dehors de l'adhésion ou pas à la médiation, on va aussi travailler les enjeux, c'est-à-dire quels vont être pour eux les objets de travail. Quand la rencontre a lieu, j'ai pour habitude de résumer sur un paperboard tous les objets de travail qu'ils ont les uns et les autres émis. Et je me rends compte que je me dis, mais ce travail-là, à chaque fois, ça les interpelle, ça les intéresse. Ce travail-là, je suis en train de me dire ça, pourquoi est-ce que si la rencontre n'a pas lieu, je ne l'enverrai pas à tout le monde en disant la rencontre n'a pas lieu, mais voilà les sujets sur lesquels vous auriez pu travailler ou voulu travailler.
Voilà, c'est juste une idée qui me passe par la tête en t'écoutant. J'ai bien sur ce point. Alors voilà, justement dans les pistes risquées, c'est quelque chose que j'ai tenté. Ouais. Donc ça pose question bien sûr, mais à 2 reprises, je pensais là à des situations dans lesquelles les conditions d'une médiation n'étaient pas réunies, et il m'a semblé que je ne pouvais pas juste leur dire voilà, les conditions ne sont pas réunies, au revoir, un point c'est tout. Alors à 2 reprises j'ai fait ça, c'est-à-dire que j'ai, on va dire, récolté dans les entretiens les enjeux, les préoccupations, tout ce qui est du côté d'un désir que quelque chose bouge, change, avance, quelle que soit la place des uns et des autres. Donc ça, c'est, je dirais, peut-être une première famille de signifiants, signifiés. Voilà. Ensuite, il y avait donc j'avais repéré ça, nommé ça. Ensuite, j'ai nommé quelque chose qui me semble vraiment hyper important, c'est que il y a une hétérogénéité dans le rapport au conflit, dans la situation. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas tous en bloc, en conflit de la même manière. Et donc, de nommer, et puis après, justement, c'est la question qui se pose, hein, mais en tout cas, de repérer, et après, on va voir si c'est à nous de le nommer ou comment ça peut se nommer, mais en tout cas, repérer ça, qu'il y a une diversité, une hétérogénéité de perception, de vécu dans la situation. C'est-à-dire, en quelque sorte, on acte qu'il n'y a pas un bloc dans cette histoire, dans cette situation conflictuelle. Et puis, il y avait éventuellement des pistes, des propositions, des idées. Voilà. C'est-à-dire, la question des filles qui s'est posée, c'est ce matériau-là. Qu'est-ce qu'on en fait, quoi, voilà. Et à 2 reprises, il m'a semblé intéressant de l'écrire, on va dire. Alors, de l'écrire pour moi, et de le nommer à l'oral, c'est-à-dire de retrouver les acteurs qui étaient venus en réunion d'information, de les retrouver et de partager en fait ces éléments-là. Voilà. Alors surtout pas d'envoyer un écrit, mais d'une forme d'oralité en fait, nommer ça. Alors j'ai vraiment senti que c'était intéressant de faire ça. Bien sûr, hein, on peut se dire, bon oui, est-ce que j'aurais pas pu aller plus loin dans la manière pour eux d'adresser ça, hein. Je reviens là-dessus et je pense que c'est vraiment hyper important. Mais alors je l'ai fait comment? Je l'ai fait à chaque fois en présence des personnes à qui la médiation avait été proposée et du mandant. Donc ça me semble central, c'est-à-dire que ce retour-là, il me semble absolument important que le mandant soit là, puisque à la fin de cette, on peut dire, je ne sais pas comment on peut appeler ça, de ce retour, alors on soigne le passage de relais. Ça me semble être le point vraiment à ne pas zapper si on considère que c'est une pratique éthiquement soutenable. C'est-à-dire qu'en fait, bien évidemment, hein, ça va de soi, j'ai évidemment pas rompu la confidentialité, j'ai fait attention à ce qu'on puisse pas savoir qui avait dit quoi. Vous voyez, ça me semble important. Mais ce que je trouve très important, c'est que, par exemple, 2 personnes qui sont très en conflit souffrent. Voilà. Et quand je parle il y a une situation qui peut faire fortement souffrir, ben, les 2 vont s'y retrouver, quoi. Vous voyez, j'ai pas besoin de dire à cause de quoi, à cause de qui. Voilà. Donc, voilà en quelque sorte donc, ce que j'ai tenté. Et il me semble que ça a eu un effet. Il me semble que ça a eu un effet, c'est-à-dire que ça a pu faire médiation. Donc, ça pose la question de qu'est-ce qu'on dit, comment on le dit, à qui on le dit, dans quelles circonstances, conditions, et 2, comment on travaille ensuite. Alors, comment on travaille en amont avec le mandant. Donc, avant cette réunion, j'ai travaillé avec le mandant en disant voilà, les conditions d'une rencontre sont pas réunies, mais voilà ce que je vous propose. Donc, j'avais proposé ce retour-là. J'avais proposé un travail avec un des acteurs en responsabilité, sans changer de casquette. Et puis, un travail de discernement, d'aide au discernement avec le mandant. Donc en fait, 3 axes, quoi, en lieu et place d'une rencontre de médiation. Et
dans les points de vigilance, me semble-t-il, dans ces 3 temps, c'est qu'il y a toujours eu, vous voyez, une sorte de clarté sur ce qui peut se dire là. Ça aurait pu se dire devant tout le monde, dans chaque espace. Voilà. Il n'y a rien sous le tapis. Voilà. Donc voilà une manière peut-être, je pense que voilà, de faire médiation quand une médiation n'est pas possible. On va peut-être passer la parole. Est-ce qu'Isabelle, vous voulez avant réagir ou dire quelque chose avant? Non, on va passer. Alors, ce qui n'est pas. Tu veux en dire quelque chose? Je voudrais juste finir un tout petit point parce que par rapport à la difficulté là, qui est la nôtre lorsqu'on se risque un petit peu, de ce que j'ai identifié, donc c'est que lorsqu'on est sur une médiation, une rencontre de médiation, il n'y a pas d'autre enjeu que le dialogue, me semble-t-il. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. Donc, une tranquillité totale sur le fond. Voilà. On est là pour voir si les conditions d'une médiation, au sens d'un dialogue, s'est réuni ou pas. Donc, moi, je suis totalement tranquille et j'en ai, on va dire, pas grand-chose à faire du contenu, des enjeux stratégiques, etc. Lorsqu'on est sur faire médiation, il me semble qu'on a toujours, en tout cas, dans le contexte de conflit collectif, on a toujours affaire aux acteurs en responsabilité qui doivent prendre des décisions. Et donc, on a affaire à une articulation de moments, de temps, et on a donc ce risque, me semble-t-il, on a affaire à la question du pouvoir, quoi, beaucoup plus. Notre place par rapport à ça, la place qu'on va prendre, en restant tiers toujours, mais on a, me semble-t-il, à composer. Voilà, on a à composer. Pour situer l'espace dans lequel on reste tiers. Mais dans le système, je dirais qu'il y a quelque chose à inscrire à une certaine place, quoi. En complémentarité de décisions qui vont être prises ou qui sont prises par les acteurs en responsabilité. Voilà, donc c'est là où je voulais juste nommer ça, c'est qu'il y avait bien sûr le risque de porte-parole, comme on évoquait tout à l'heure, mais il y a aussi le risque, en tout cas la difficulté à faire par rapport au pouvoir, et le dernier point que j'ai repéré comme ça, c'est le risque, alors là très très fort aussi, de faire porter quelque chose aux acteurs. De faire porter, quand on est dans la co-construction de quelque chose, de faire porter et puis de se retrouver dans une situation extrêmement complexe, quoi. Voilà. Voilà un peu pour finir, pour compléter. Peut-être d'ailleurs c'est un point sur lequel peut-être j'aimerais entendre Isabelle sur la question de comment faire pour ne pas faire porter à celui notamment qui ne veut pas aller en médiation vis-à-vis de l'autre la responsabilité de la non-rencontre. Puis après je passerai la parole. Mais, par exemple, c'est quelque chose qui se pose beaucoup dans les médiations judiciaires, cette question-là. Quand la médiation a été proposée par un magistrat et que l'un des deux ne veut pas. Et je me souviens qu'au début de ma pratique, je pensais tout à fait être neutre dans le reflet. J'écrivais au magistrat en disant voilà, madame a été reçue seule et a accepté la médiation. Monsieur a été contacté à plusieurs reprises et est venu assister son avocat et a souhaité ne pas commencer une médiation. Et je me disais, bon, c'est le reflet de la réalité, il n'y a rien de... Et en fait, si, c'est totalement une prise de position, et là, on est en train de pointer le bon élève, la mauvaise élève, enfin, ou l'inverse. Et donc, j'ai pris l'habitude maintenant, d'ailleurs, d'utiliser le plus possible la forme passive qui est neutre, je trouve. Mais juste de dire qu'aucun accord sur l'engagement dans une médiation n'a été trouvé, la médiation se met en place, point. Mais c'est une question qui se pose beaucoup et justement pour ça, on dit par avance aux personnes
voilà le courrier que nous allons adresser au magistrat, voilà pour qu'elle soit rassurée sur le fait qu'elle ne va pas porter le chapeau, justement. Oui. Alors, on a parlé pas mal de passages de relais. Là, il va falloir passer le micro, parce qu'on a qu'un seul micro. Donc, je vous invite à vous manifester, ceux qui ont des questions, et ensuite... Et une troisième question, peut-être Thierry? Bonjour, Thierry, je suis médiateur familial et médiateur généraliste de Tanzao. Et en fait, j'avais été un peu teasé par Isabelle qui disait qu'il y a le désir du médiateur aussi, comment on gère ça, et le désir du mandant. Et je pense que voilà, c'est cette dynamique du non-désir des personnes, de certaines personnes, et du désir des médiateurs et des mandants, ça peut être un peu. Enfin voilà, j'aimerais que vous puissiez élaborer un peu là-dessus. Ok, on va peut-être y aller des questions en internet. Isabelle, notamment sur peut-être notamment sur la question de la médiation navette et le désir du médiateur, peut-être en particulier. Oui. La médiation navette, je peux prendre un exemple. Je pense à quelque chose qui est de passer par, si je reprends une médiation qui arrive par le biais des avocats, ça peut être très intéressant, avec l'accord de la personne évidemment qui ne souhaite pas la rencontre, de pouvoir dire à l'autre avocat, voilà, elle ne souhaite pas la rencontre et en même temps elle m'a autorisé à vous dire qu'il y a une question de coût. Il y a une question de lieu, de distance, de timing, enfin, il y a un certain nombre de choses qui peut-être pourraient s'envisager du côté de votre client. Donc c'est un peu comme ça qu'on peut aussi le faire. En même temps, les médiations navettes, on en fait très rarement dans le domaine familial. Très rarement, en fait, on favorise la rencontre, même quand la rencontre a lieu à distance par le biais de Zoom, mais on favorise toujours la rencontre entre les personnes. Donc ça c'est pour la première question. Et l'autre question c'était sur le désir du médiateur. Voilà, la frustration du médiateur. Moi je trouve que c'est très important de s'interroger là-dessus parce que notamment quand on va avec la personne analyser la demande et c'est important de s'interroger soit sur mais est-ce que je suis réellement neutre par rapport à cette médiation qui ne va pas se mettre en place. Est-ce que j'ai pas très envie, moi, qu'elle se mette en place et j'ai très envie pour des tas de raisons, pour me prouver à moi-même, pour prouver au magistrat qui m'a désigné, pour prouver à ma comédiatrice que je suis capable, enfin, il y a des tas de raisons qui vont faire que j'ai moins envie que cette médiation ait lieu, parce que c'est un sujet qui me passionne, parce que je sais que je vois bien que il y a des choses qui pourraient se faire et que c'est dommage, les gens ne voient pas. Donc ça, c'est une frustration dont il faut vraiment avoir conscience. Parce que si on n'en a pas conscience et qu'on ne prend pas la peine de la mettre à distance, c'est ça qu'on va plaquer sur les personnes et on va passer complètement à côté du désir vraiment de la personne et de sa capacité à elle à entrer en médiation ou à vouloir tenter une rencontre de médiation. Merci, je propose à Laure et Isabelle de répondre et puis de dire quelques mots pour conclure. J'essaye à chaque fois de terminer à 20h, donc je vais essayer de respecter ma discipline. Laure, tu veux commencer ? Alors, c'est vrai qu'il y aura encore beaucoup à dire, mais je vais essayer
Alors, le on, bien sûr, c'est vous, quoi, dans la mesure du possible. Hein. Ça, c'est le désir non neutre. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est vous. Qu'est-ce que vous pourriez en faire, quoi. Mais bien sûr, il y a cette non-neutralité, quoi. Voilà, ce sentiment parfois de gâchis, de se dire « Ah, ça reste, quoi. » Voilà. Et là, je dirais juste là-dessus, il me semble qu'on peut faire quand même un travail d'aide au discernement. J'ai envie de dire ça comme ça, en tant que tiers. C'est-à-dire qu'on a, me semble-t-il, beaucoup travaillé l'amont. On soigne la place du mandant dans l'introduction des médiateurs, dans la proposition de la médiation. Je pense qu'on peut travailler, soigner le relais après, lorsqu'on dit les conditions de médiation ne sont pas réunies. Voilà. Et ça, je pense qu'en tant que médiateur, on n'a pas beaucoup travaillé. Et il me semble que là, on a un chantier. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait là exactement dans cette... oui, j'ai envie d'appeler ça aide au discernement, quoi. Voilà. Vous avez tenté une médiation, c'est pas possible. Comment vous voyez les choses? Comment vous voyez la suite? Qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez faire? Et qu'on soit là. Voilà. Donc ça, c'est peut-être un premier point. Sur la question des craintes de l'organisation, de l'institution, des risques, bon, moi je pense que ce qui... Comment dire, je pense complémentarité de dispositifs. Voilà, je pense qu'il y a une responsabilité de l'employeur quand il y a cette notion de harcèlement. Très souvent, bon, de jouer sur deux tableaux, c'est-à-dire le tableau de la santé, de la protection, avec des acteurs du côté de la santé au travail, psychologues, etc., médecine du travail, et puis enquête. Bon. Et sur le volet médiation, il me semble qu'on a à garder une certaine tranquillité par rapport à ça et à faire confiance aux personnes directement concernées. Voilà, c'est elles qui savent si elles se sentent ou pas d'être en médiation. Donc on travaille ça, mais je pense que moi je resterai, même s'il y a des mots forts comme ça et qui peuvent inquiéter les organisations et les institutions, comment nous on garde une certaine tranquillité et comment on prépare en fait. Mais c'est elles, quand même, nous semble-t-il, avec évidemment notre accompagnement dans la réflexion, mais c'est elles qui sont les mieux placées pour dire je me sens ou je ne me sens pas. Voilà, c'est mon point de vue. Si je peux ajouter un truc, juste pour... il me semble que quand tu amènes cette notion de tiers à la conflictualité, c'est toujours en restant du côté de la question. Hein, évidemment, on ne va pas se transformer tout le temps, les conditions ne sont pas réunies, donc on vous suggère de faire ci, ça. Ça va bien en disant, je crois. Voilà, et parce que là, j'entendais cette aide au discernement, elle n'est absolument pas du côté de la réponse, mais du côté de comment, alors, puisque ça ne va pas être possible, qu'est-ce que vous allez faire? Et le médiateur ne devient pas un consultant spécialiste en APS, dans je ne sais pas quoi. Enfin, je pense que ça vaut la peine de préciser dans la pensée de ce soir, me semble. Oui, alors sur cette notion de passage de relais, moi je reste sur mon idée que c'est avant de faire cette aide au discernement et je ne me sentirai pas de ensuite recevoir la personne parce que là je pourrais dire vraiment en rejoignant ce que vous dites madame que je ne suis plus médiatrice et que si une médiation un jour peut avoir lieu, ça ne sera plus avec moi parce que j'aurais été dans un accompagnement au-delà de la médiation. Donc pour moi, l'aide au discernement, ça doit se faire avant. Et je ne passe pas le relais à quelqu'un. Voilà, là-dessus. Et puis, je voulais ajouter quelque chose sur le fait que, et peut-être ça répondra à une autre question, que ce qui caractérise aussi la médiation, c'est cette relation d'égalité, c'est-à-dire que c'est important qu'on s'assure qu'il y ait de la réciprocité dans les interactions. Et donc pour ça, notre vigilance à nous, c'est vraiment de permettre aux personnes d'avoir un cadre sécurisé dans lequel ils puissent se sentir à égalité de pouvoir par rapport au sujet dont ils ont à débattre.
Et donc ça renvoie aux questions d'emprise, etc. Et de fragilité. Mais je te rejoins sur le fait que on a à être vigilant à ça et en même temps à donner le pouvoir aux personnes en leur disant est-ce que vous allez vous sentir à égalité de pouvoir sur ce sujet-là avec cette personne. Un tout petit truc. On a 2 minutes. Non, mais vraiment, ce que bon, ça nous amène loin, la question de l'égalité de parole, égalité de place. Je pense qu'il n'y a jamais égalité. Pas dit de parole, hein. Égalité. J'ai dit réciprocité d'interaction et égalité de pouvoir. Égalité de pouvoir. Bon, ça, là, par rapport à un objet de travail. Ce serait notre débat. Ouais. Donc il y a tout ça à la fois. Non, ce que je voulais juste quand même dire, ce qui me semble vraiment important, je pense qu'on ne peut pas finir cette soirée sans se dire ça, me semble-t-il, c'est que je trouve très 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 important qu'ils puissent dire non. Voilà. Qu'on maintienne ça, que la médiation, c'est pouvoir dire non. Vraiment quoi, c'est-à-dire que quelque chose d'impensable pour moi au caractère obligatoire quoi. Sinon c'est autre chose. Ça me paraît important et que nous en tant que médiateurs aussi on puisse dire non. Voilà, et que quand ils disent oui, on peut leur dire mais vous savez, vous pouvez dire non. Merci beaucoup. Ça nous a donné encore plein d'idées aussi pour une belle soirée. Je vous remercie beaucoup, Laure et Isabelle. Je vous remercie tous d'être là. Et puis, on va pouvoir. Je vais conclure cette soirée sans vous plus longue. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup appris et j'ai trouvé des controverses là où je ne les pensais pas forcément. Donc, et merci à tous et puis on vous suit autour de la